put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. Debout les campeurs et haut les cœurs. Oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. Fais gaffe pour passer la bande d'hier. Oh my god, déjà vu. Déjà vu. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Eyes. 3 and 1. Come on, Daniel Eyes. 2 on, 1 out. Here's the 3-1 pitch. Ground ball to short. Could be 2. Flip to second for 1. Relay to first. It's a double play. You cocksucker! You fucking miserable fucking cocksucker! Bonjour et bienvenue, vous écoutez le masque... Pouf pouf. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B, une émission super catholique, donc qui sera largement consacrée aujourd'hui au remake du Bad Lieutenant par Werner Herzog, avec bien entendu Antonin Moreau. Bonjour Antonin Moreau. Salut Étienne. Une émission donc, comme je le disais, avant de dire bonjour Antonin, parce que je suis quand même quelqu'un de très poli, une émission largement consacrée à ce remake assez improbable du Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, sur lequel nous reviendrons donc en début d'émission, pour pouvoir mieux parler ensuite du grand fou Herzog et de son film, et forcément une playlist et des extraits musicaux qui vont être en lien aussi avec ces personnages divers et variés dont nous allons parler. Pouf pouf, je m'essouffle un peu en parlant, tout ça c'est pas facile. Tout de suite donc un petit morceau qui tient d'être présenté un minimum, puisque ce n'est pas un morceau original, mais c'est un petit montage qui a été réalisé pour cette émission, même s'il n'a pas grand chose d'original. Vous pourrez entendre pour commencer un extrait justement du Bad Lieutenant de Werner Herzog avec Nicolas Cage dans une scène absolument formidable dont nous reparlerons sans doute plus tard, celle d'un interrogatoire sauvage avec deux vieilles femmes, suivi donc d'un morceau avec la musique de Mogwai et un monologue, on va dire, en tout cas une grosse colère d'Harvey Keitel tiré du Bad Lieutenant de Ferrara. On se retrouve juste après donc pour parler justement de ce film. À tout de suite. Good. That's it. Breathe. Maybe you should drop dead, you selfish cunt. You ever think about your kids? Or your grandkids? Huh? Sucking up their inheritance through that fucked oxygen tube? And Benny's fucked intensive care? You fucks, I hate you. I hate you both. I should fucking both. Just right now, I should fucking kill you fucking both! You're the fucking reason this country's going down the drain.
You got something that you want to say to me? You fuck. You rat fuck. You rat fuck. What? Say something. I know you're just standing there. What am I gonna do? You gotta say something! Something! You fucking stand there and you want me to do every fucking thing? Where were you? Where the fuck were you? Where were you? Where the hell were you? I'm sorry. Oh, I'm so sorry. I'm sorry. I did so many bad things. I'm sorry. Oh. I tried to do the right thing, but I'm weak. I'm too fucking weak. I need you to help me. Help me. I need you to help me. Forgive me. Forgive me. Forgive me, please. Forgive me, Father. Voilà, c'était donc un morceau de Mogwai, Kids Are Skeleton, extrait de l'album Happy Song for Happy People, mélangé avec des cris de baleine. Avec donc la révélation d'Harvey Keitel dans Bad Lieutenant de Abel Ferrara, donc dont nous allons parler un peu tout de suite avant de parler plus profondément du sujet de Herzog et de son remake avec Nicolas Cage. Ne pas oublier Nicolas Cage, hein, surtout parce que c'est important dans cette émission. Voilà, tout à fait. Ce sera on est très acteurs en ce moment et on va quand même pas mal parler de Nicolas Cage aussi. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Peut-être. Bad Lieutenant, donc un film qui date de 93, si je dis pas une grosse connerie, qui était écrit donc par Ferrara et Zoé Lund, dont il faut aussi parler, Zoé Lund, puisque donc elle interprète dans l'original le rôle de la dealeuse d'Harvey Keitel. J'ai déjà oublié son nom d'ailleurs dans l'original, qui est repris dans le remake par Eva Mendes d'ailleurs. Et Zoé Lund donc qui a écrit ce film avec Abel Ferrara. Elle avait aussi d'ailleurs elle était à l'origine du projet de New Rose Hotel, l'un de ses derniers films, ses derniers grands films en tout cas. Moi j'avais trouvé ça formidable avec Christopher Walken et j'ai déjà oublié qui jouait encore avec lui, Asia Argento, mais il y avait encore un autre bonhomme, William Friedkin. William Dafoe. Oui, s'il te plaît. En tout cas, Zoé Lund qui est quand même une bonne femme, non seulement magnifique, mais en plus elle est extrêmement touchante. En plus elle est morte, je crois. Et en plus elle est morte. Elle est morte il y a 10 ans. Je crois un tout petit peu plus son sexe appeal. Qui était quand même super accro à la cam, tout comme Ferrara. D'ailleurs, le film repose essentiellement, parle beaucoup de ça, justement, de l'addiction, de la drogue, de l'addiction en tout genre. Mais c'est un sujet qui a beaucoup exploité Ferrara. Et d'ailleurs, faut revoir, je pense, The Addiction, qui est un beau complément à Bad Lieutenant. The Addiction, donc son film de vampire avec Lily Taylor, qui est incroyable, et Christopher Walken encore une fois, qui parle clairement de l'addiction à la drogue, mais du coup en prenant le pli du film un peu de genre entre guillemets, parce que il s'éloigne quand même vachement. Donc l'addiction dans film de vampire, oui. Donc Bad Lieutenant de Ferrara, c'est bien entendu cette histoire d'un lieutenant qui n'a pas de nom d'ailleurs, hein, c'est un truc important et qui change d'ailleurs dans le remake et qui tout simplement est la pire ordure du monde quoi. C'est c'est le mal à l'état
pur, ce type, qui donc est non seulement accro à la drogue, mais aussi au jeu, ce qui va bien entendu l'entraîner dans une véritable descente aux enfers. C'est comme ça qu'on dit quand on est critique. et fout en l'air toute sa vie de famille, se fout de la gueule d'à peu près tout le monde, est très violent et s'il y a des pulsions sexuelles un peu bizarres. Revoir cette séquence notamment où il arrête deux jeunes femmes qui sont encore dans la fleur de l'âge et qui leur demande à l'une de montrer son cul, à l'autre de mimer une fellation pendant que lui se masturbe frénétiquement. C'est d'ailleurs une improvisation d'Harvey Keitel, une petite anecdote de tournage. Improvisation d'Harvey Keitel, donc du coup qui s'est lui aussi donné à fond pour ce film, puisqu'il s'est vraiment camé, par exemple, dans le tournage. C'était juste avant qu'il fasse Reservoir Dogs, et donc il arrivait sur Reservoir Dogs, il était frais et pimpant. Donc un film où il s'est vraiment et où il a vraiment tout donné. Donc il est assez fascinant et toujours un peu comme Nicolas Cage dans le remake, à la limite du grotesque, comme le film d'ailleurs de Ferrara, qui a un style assez cru, assez sec, et de temps en temps comme ça des accès de grotesque, des accès de pas de féerie, parce que c'est pas de la féerie, mais en tout cas on s'éloigne de façon très brutale assez régulièrement de ce côté limite documentaire, comme ces scènes où il se calme, qui ont vraiment, du coup, là, on a des longs plans fixes, où on le voit se calmer et tout, et c'est assez fascinant. Et de temps en temps, comme la scène du viol de la nonne, comme par exemple, qui va donner à ce lieutenant une raison de bouger un peu le cul, après d'interprétations différentes suivant le spectateur, sur le pourquoi du comment de ça, comme pour le remake d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Et des accès, voilà, de grotesque, c'est un peu ça, qu'on retrouve également d'une manière très différente dans le remake. On en reparlera. Je vais arrêter de dire ça parce que. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu toute la saveur du film, parce que c'est un film où tu l'as pas dit, mais c'est un film profondément catholique. Ferrara est catholique. Il ne s'en cache pas, et c'est en même temps une version du catholicisme pris sur son versant le plus déviant. En tout cas, là, le Bad Lieutenant, l'original, parle vraiment d'une histoire de rédemption. On est à fond dedans, mais pris sur son aspect le plus craspec, ce qui a pu faire dire par exemple à Scorsese, qui avait sorti cette petite ligne. Mais moi, c'est un film qui est antérieur à Bad Lieutenant, si je me trompe pas, La Dernière Tentation du Christ. Mais quand il a vu Bad Lieutenant, Scorsese, il a dit: j'aurais adoré que La Dernière Tentation du Christ ressemble à ce film, parce qu'on est vraiment là-dedans, sur un côté qui, comme tu l'as dit, donc mélange un aspect assez réaliste, mais sur son versant le plus cru et sordide, du fait même des déviances du personnage principal, mais également de la façon de filmer New York, ce qu'on voit vraiment New York sous son aspect vraiment pluvieux, humide, la façon dont on l'a filmé, dont le tournage a eu lieu aussi. C'était filmé un peu comme un documentaire. À l'arrache. Un film ça a été tourné en 2 semaines. Mais en même temps, on est dans une tentative de vouloir filmer une âme torturée, et une âme torturée envahie de toute une imagerie catholique, vraiment, d'où peut-être des phases ou des scènes dans le film qui vont vraiment dans l'imagerie, et qui vont essayer de représenter des sortes d'images mentales, ou en tout cas un film qui est à la fois complètement collé contre le réel, mais qui n'essaye de parler que de l'intériorité d'une âme. Alors c'est vraiment une sorte de paradoxe, mais qui, à mon avis, en tout cas, le film y arrive parfaitement. Et c'est vrai que quand, pour vraiment après parler du remake, c'est vrai que ça fait vraiment partie des remakes absolument interdits, parce que c'est vraiment un film assez incroyable, le Bad Lieutenant de Ferrara, et un film dont on serait bien en peine de trouver une raison a priori d'en faire le remake. C'est dans la veine de films comme Taxi Driver ou des films de ce genre qui tiennent aussi justement à une rencontre particulière. Là, on a celle de Harvey Keitel par exemple, et de Ferrara, où il se crée quelque chose, et tu te dis que tu peux pas le refaire, quoi. Tu peux pas demander à quelqu'un aujourd'hui de refaire ça de toute façon. Donc il y a ce souci-là, et comme tu dis, oui, c'est entouré quand même d'une certaine, c'est vraiment mené par quelque chose, par une envie de la part des deux compères, quoi, d'aller jusqu'au bout du désespoir. Il y a vraiment quelque chose là-dedans, quoi, parce que vraiment le personnage s'enfonce vraiment au plus bas qui puisse être, quoi. C'est assez délirant quand même. C'est à tous les niveaux, parce que tu parles de la religion, et c'est vrai qu'au niveau de la religion, il y a quand même quelque chose là aussi qui est quand même en plus super intéressant. Le film se limite pas à ça malgré tout. On peut le voir vraiment, je pense, autrement que comme justement une rédemption, et pose le souci que pose aussi le remake, à savoir la raison de cette rédemption, quoi, parce que Harvey Keitel, lorsqu'il apprend que cette nonne a été violée, ce qui va reposer sur quoi va reposer donc sa tentative de rédemption, quand il apprend ça au départ, il s'en fout
contre fous. C'est assez fascinant. Le type tu te demandes juste pourquoi il a encore envie, quoi. Ouais. Pourquoi il s'est pas tiré une balle. Et il continue. Il est mené juste par ses addictions, justement par ses envies je sais même pas des envies de quoi d'ailleurs. Et c'est justement un film qui est passionnant pour ça, quoi. Et au-delà, moi j'étais gêné un peu justement par certains aspects grotesques du film. L'apparition de Jésus pour moi est assez chelou, quoi. Il voit quand même Jésus dans une église. Des choses de ce genre, quoi. Même le viol de la nonne en elle-même qui est filmé comme un clip, c'est assez dérangeant au milieu de ce film, justement, avec des plans très fixes. Il y a quelque chose de très cru. C'est vrai que c'est une marque un peu du style le clipper de Ferrara qui a fait des clips, d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai que c'est une marque de Ferrara où il y a toujours des petits trucs qui font que les films de Ferrara sont assez ancrés dans l'époque où ils ont été tournés, parce que c'est quelqu'un qui est hyper, vraiment beaucoup dans le visuel. Cette semaine a été diffusé au Tambour Body Snatchers, donc son remake de l'invasion des profanateurs de tombes, qui est un film pour le coup qui a vraiment des profanateurs de sépulture, un titre français complètement débile, mais qui lui appelle vraiment des revisites. Ce film-là, c'est une sorte de film séminal qui tous les 10 ans on a un remake. Tous les 10 ans il y a un remake, et Ferrara lui-même disait que c'est un film qu'il faudrait refaire à peu près tous les 10 ans, justement pour voir l'évolution de la société, parce que c'est assez riche, une sorte de coquille creuse dans lequel on peut impliquer des tas de peurs de l'époque. Mais c'est vrai que c'est un film qui également, on voit bien l'usage que Ferrara fait du kitsch, qui à un moment peut être gênant, mais pour moi en tout cas ça passe complètement. Et c'est vrai que dans Body Snatchers il y a des scènes qui sont à la limite dans un petit côté assez naïf, assez kitsch, mais qui servent complètement le propos qui est très inquiétant du film. Et de même que dans Bad Lieutenant, cette imagerie kitsch, je trouve, fonctionne pour le film, quoi. Ne le parasite pas. Ouais, moi j'ai eu quelques soucis quand même. C'est pas un film parfait. Moi je dirais pas que c'est un film parfait, Bad Lieutenant, mais c'est tellement impressionnant de toute façon de bout en bout. Et c'est vrai que ça attaque, quoi. C'est un film qui a quand même des couilles grosses comme le Kansas et qui les montre, quoi, au grand jour. Qu'on a une prestation d'acteur qui est fascinante, même si là encore ça pose des problèmes. À quel niveau, quand il se calme vraiment, par exemple, quand Ferrara filme Harvey Keitel en train de se droguer, où repose la prestation dans tout ça, quoi. Il y a des choses assez problématiques dans ce film, et ce qui le rend encore plus passionnant de toute façon, et d'où justement l'intérêt qu'on peut porter à ce remake qui est parvenu à faire quelque chose de cet objet assez unique et vachement dérangeant quand même malgré tout, quoi. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale avant de parler de Werner Herzog, de présenter le personnage, avant de parler justement de son remake? Je propose donc une pause musicale. Je suis pour. Tirée de l'original, la musique de fin, à savoir donc Bad Lieutenant, chantée par Abel Ferrara. Je crois que c'est le mieux pour cette pause musicale. Et on se retrouve juste après pour Herzog, une émission qui a du mal à se lancer, mais qui va arriver. I was raised on the street. Got my badge in my door, riding next to my heat. Rocking 5 kids in the hospital park. My little heat that I can keep in the dark. Call my name, Brooklyn, you answer you. Look in my face, I press it. In bed. Call me up when the shit goes down. Blood on the dress and a gun on the ground. But I push you to cry 'cause I'm the man in charge. I'm taking my coffee, talking with the Martin Luther King is where Willie got to drive. Pull up in my car, I'm a civilian son, but the boys know that the man has come. I said, $100 bill in my kill him. Of course, he tell me Willie got to drive by one of his boys. Bag in the backseat, maybe a key and a half. I said, put it in my trunk and then we started to laugh. Got rid of hand, and you get the room in Spanish Harlem, that's the ultimate bummer. Cop, this, got not a slumber. You want to switch your bill, take the number, but they're talking murder. It's in the summer, but
My boy walks to a different drummer. He said, bitch ain't dead, then just fuck her, 'cause I'm the best. God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, and His only Son, Jesus Christ our Lord, born in the Virgin Mary, suffered in the Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. I'm born in France, but I'm raised on the street. I was born in Bronx, but I was raised on the street. Where they pack that badge in there, go right next to eat. Got a wife and 2 kids, I got a house by the park. Don't call my name, 'cause it makes me jump. Kiss me again, maybe I'll fuck you. 'Cause I'm not your stepping stone. Vampires are lucky. They can feed on others. We gotta eat away at ourselves. We gotta eat our legs. We got the energy to walk. We gotta come so we can go. We gotta suck ourselves off. We gotta eat away at ourselves till there's nothing left but appetite. Give and give and give crazy. The gift that makes sense ain't worth it. Jesus said 70 times 7. No one will ever understand why you did it. We'll just forget about you tomorrow. But you gotta do it. Voilà, c'était donc Bad Lieutenant chanté par Abel Ferrara, suivi du poème récité par Zoé Lund dans le film de Ferrara sur les vampires. Zoé Lund, donc, je le rappelle, qui était une femme incroyable et qui était aussi l'héroïne d'un des premiers films de Ferrara dont il faut reparler, enfin juste citer en tout cas MS-45, en français L'Ange de la Vengeance, où elle était là aussi formidable. Et donc voilà, une petite pensée pour la dame que j'aime beaucoup. Et tout de suite, donc, un petit passage sur Werner Herzog, une petite présentation le grand malade de Werner Herzog. C'est vrai que moi je me rappelle très bien quand j'avais tombé sur la nouvelle d'un remake de Bad Lieutenant, j'avais simplement failli sombrer dans les sanglots terrifiants. Et puis après, quand on tombe sur le nom de Werner Herzog attaché vraiment à ce projet-là, on a juste vraiment un gros intérêt qui se crée, parce que vraiment. Et puis après tu vois Nicolas Cage à côté, tu dis c'est super étrange. En tout cas, c'est quelqu'un dont c'est un des premiers films vraiment américains, en tout cas hollywoodiens, on va dire, avec des financements vraiment américains et produits par donc le détenteur des droits de Bad Lieutenant, c'est-à-dire Edward Pressman, qui est un grand producteur des années 70 en particulier, qui donc a essayé de relancer ce film-là. Et Werner Herzog se retrouve là-dessus. Alors Werner Herzog, qui c'est un réalisateur allemand, comme on le sait, c'est quelqu'un qui appartient à toute cette nouvelle vague, encore une fois, du cinéma allemand, vraiment nouvelle vague pour le coup, parce qu'on peut dire que suite à la bagatelle qui s'est passée en Allemagne au milieu du XXe siècle, on peut dire que le cinéma allemand a connu des jours plutôt sombres, alors que on sait très bien que le cinéma allemand, c'était un des plus fertiles et des plus riches juste avant 33, avec le cinéma expressionniste qui de toute façon est venu après complètement irriguer le cinéma hollywoodien, vu que la plupart des cinéastes allemands de l'expressionnisme et autres sont allés à Hollywood, se sont réfugiés là-bas, les lâches, il faut le dire. C'est ça. Et donc Werner Herzog, aux côtés de cinéastes comme Fassbinder, Volker Schlonders ou Wim Wenders, était l'artisan d'un renouveau. Ils ont essayé de reprendre l'art cinématographique et de faire des films allemands, alors que on suppose que mais il y avait toute cette crise de légitimité pour les Allemands à cette époque-là, qui vivaient en plus dans un pays en train de se reconstruire moralement et économiquement. Et
donc tout ce renouveau-là, Werner Herzog en fait partie. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu pas du tout artiste ni rien, vraiment un milieu pas prolétaire, mais en tout cas très pauvre. Il avait même pas de télé chez lui, il a pas de cinéma, il a pas vu de film avant, je sais pas quel âge. Oui, c'est ça, vraiment pas du tout un cinéphile, vraiment une sorte d'autodidacte, et un autodidacte, enfin ça se ressent vraiment dans sa carrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup tourné bizarrement, et il faut aussi signaler que la plupart de ses films ne sortent plus en France. Bad Lieutenant, c'est un de ses films, voilà, il sort en France ce coup-ci, mais je pense au moins ses 5 précédents ne sont pas sortis. Ou en DVD directement. Ouais, faut savoir que c'est quelqu'un qui a aussi dans la suite de sa carrière beaucoup mélangé le documentaire et la fiction, chose qui est pas forcément beaucoup acceptée par les distributeurs souvent. Et différents formats aussi. Et différents formats, court-métrage, moyen-métrage, encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc quelqu'un en tout cas dont on va prendre le film qui est un petit peu le fleuron de sa filmographie, en tout cas son film le plus connu qui ressort régulièrement, c'est donc Aguirre, La colère des dieux, qui marque sa première collaboration avec Klaus Kinski, encore un autre fou furieux. Là on a deux esprits malades qui se rencontrent, on va dire, où donc Klaus Kinski, qui est un petit peu son aîné, qu'il a découvert sur les planches au théâtre et dans quelques films, il lui propose de tourner, il lui envoie le scénario de Aguirre, et Klaus Kinski se met dans le projet alors qu'il quitte les planches de son spectacle sur Jésus, dont on entendra un extrait un petit peu après, qui est un spectacle qui a beaucoup tourné, pas pour la pièce elle-même, mais parce que tout le monde allait le voir pour assister aux fameuses colères que Kinski finissait par passer à insulter le public et à quitter complètement le fil de sa pièce pour se balancer dans ces sortes de logorées haineuses qui ont fait son succès et pour lesquelles on l'aime. Et donc il s'implique totalement dans Aguirre, qui marque vraiment c'est une sorte de film assez représentatif d'une thématique de Werner Herzog. J'ai pas vu tous ces films, quoi. De son style aussi et de la manière qu'il peut avoir de faire ces tournages, quoi. C'est-à-dire que c'est partir en petite équipe dans des endroits où normalement tu irais même pas pour te promener, et lui il y va pour faire des films, quoi. Donc là par exemple c'est passé avec le Pérou, toute l'Amérique du Sud de toute façon, et des tonnes d'autres pays super sauvages. Il aime bien les tourner en Amazonie par exemple. Ouais. Mais j'y reviendrai, mais c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence entre les sujets, les thématiques d'Herzog et sa méthode, qui consiste vraiment. Après on y reviendra. Mais en tout cas pour le sujet, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs aussi été pas mal critiqué par la critique, en tout cas au moment où il sortait ses films, parce que c'était quelqu'un qui dans les années 70, alors que c'était des années profondément marquées par un sens politique assez fort, de critique anti-impérialiste de toutes les années 70, vraiment la contre-culture, quelqu'un qui se positionnait vraiment en dehors du social, en dehors du politique, en tout cas qui s'intéresse à l'humain dans une idée de l'humain, toujours en tout cas à des personnages qui eux-mêmes quittent vraiment le social, le politique, pour s'engouffrer dans une sorte de délire souvent un peu mégalomaniaque, et qui une sorte il s'enfonce dans une sorte de solitude pour recréer, aller au bout d'une sorte de ce qu'on pourrait appeler un rêve, et une sorte de mysticisme et de rapport avec la nature, un paysage, d'où vraiment son intérêt à aller filmer ailleurs. C'est quelqu'un qui est un grand voyageur, et notamment sans faire l'éloge de cette nature. Et justement, là c'est encore le paradoxe Herzog, c'est quelqu'un qui est évidemment complètement fasciné par ce genre de personnage. Donc Aguirre en premier lieu, Aguirre qui est donc un conquistador qui se définit comme le traître ultime, qui va trahir la couronne, qui va trahir Dieu, qui va finir par vouloir épouser sa fille, créer des dynasties pures. Alors voilà, le spectre du nazisme et tout ça, irrigue tout le cinéma d'Herzog. C'est quelqu'un qui, comment on pourrait ne pas l'être, a été vraiment marqué par ça. Et donc on est dans un rapport à la nature, avec des personnages qui sont persuadés qu'ils ont une sorte de domination totale sur leur environnement, sur les éléments naturels qui les entourent, la jungle en premier lieu. Et c'est quelque chose qui va courir pendant toute sa filmographie, parce que forcément toi tu l'as vu également, son avant-dernier long métrage de fiction, c'est donc Rescue Down, avec Christian Bale, qui est un film sur le Vietnam, tiré d'une histoire vraie sur le Laos. Ouais, tout à fait, quelqu'un qui va en mission spéciale au Laos, donc la guerre qui préfigure celle du Vietnam, et qui va se retrouver prisonnier et va réussir à s'échapper et donc à se retrouver dans la jungle. Quelqu'un qui va réussir à se dépouiller de tout espoir de retourner à la civilisation presque. Et c'est vraiment, je repique l'idée au cahier du cinéma, mais quand le film se clôture sur une réplique de Dieter, je crois, le personnage principal, qui a vraiment existé. C'est adapté une histoire vraie. Ouais, vraiment. Ouais, où il dit, lui, à la fin, quand devant tous les Marines, il dit mais comment tu t'en es sorti? Tu dis
et il a dit voilà, j'ai qu'un conseil, c'est vide ce qui est plein, remplis ce qui est vide, gratte là où ça démange. Et il y a vraiment de ça chez Herzog. C'est des personnages qui se dépouillent de tout ce qui est voilà de la morale, vraiment du social dans son acceptation la plus large, et qui finissent par recréer quelque chose qui n'appartient qu'à eux, un système personnel, mais qui est quasiment tout le temps irrémédiablement voué à l'échec. Aguirre, on le voit bien, c'est tout à fait limpide là-dessus. Il y a un autre film sur lequel j'aimerais revenir, un de ses derniers films qui est Grizzly Man, qui je crois était sorti en France, à moins qu'il ne soit sorti DVD directement en DVD, qui est un documentaire pour le coup assez fascinant sur Timothy Treadwell, qui était un ami des Grizzlies, on va dire. Ça, ouais. C'est quelqu'un qui avait pris la décision de plaquer tout ce qu'il faisait sa vie d'avant pour aller s'installer dans le nord des États-Unis, en Alaska si je me trompe pas, pour dans les réserves de grizzly, qui n'est pas un animal très très gentil, on va le dire, hein, c'est encore pire qu'un ours. Contrairement à ce que lui pense, que en fait c'était quelqu'un qui n'en vivait pas d'ailleurs, mais qui s'installait là-dedans dans une tente dans les réserves de grizzly, et qui pendant les étés et pendant l'hiver, pendant toutes ces séjours parmi les grizzlies, il se filmait beaucoup, les grizzlies, et après aller dans les écoles montrer comment les grizzlies vivaient dans leur habitat, avec forcément une sorte d'alibi écologique très marqué pour dire il faut sauvegarder cette espèce. Sauf que c'était quelqu'un qui en se filmant se mettait beaucoup en scène. Werner Herzog, le principe de Grizzly Man, c'est qu'il récupère tous les rushs de Timothy Treadwell, s'y implique fortement à travers la voix off, à travers des interviews qu'il fait avec ses proches, parce que Timothy Treadwell est finalement mort, tué et complètement dépiécé par des grizzlies. Et c'est quelqu'un donc qui vivait dans cette sorte d'illusion qu'il avait un rapport particulier, un rapport d'empathie très très fort avec les grizzlies, qui étaient donc ses amis. Et il y avait de la psychose dans le personnage. Et vraiment, oui, on voit que c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de cette aspiration-là. On le sent, on le voit à travers le film en train de jouer avec des renards. Et c'est quelqu'un qui est au bord de la naïveté, mais qui est persuadé lui-même d'être un grizzly ou un renard pour le coup, qui est quasiment persuadé, que c'est vraiment ses amis les plus profonds, de les comprendre comme personne peut les comprendre, et qui finalement, à travers de la voix off d'Herzog, et puis à travers ce qu'on peut voir nous en tant que spectateurs, on devine très bien que ces personnes-là est vraiment au bord vraiment très très borderline. Et Werner Herzog ajoute des commentaires justement et qui fondent vraiment le paradoxe Herzog, c'est qu'à la fois il est complètement fasciné par ce personnage-là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va jusqu'au bout de son délire, et qui est en dehors de tout ce qui est de la norme et tout ça, mais en même temps le condamne, en tout cas le juge assez sévèrement en disant on peut peut-être passer l'extrait de la voix off, qui à un moment je crois que ça commence par Timothy Treadwell qui ne comprend pas comment les grizzlies ont pu tuer un renard, et qui se plaint. Oh God, I love you and I don't understand. It's a painful world. Here I differ with Treadwell. He seemed to ignore the fact that in nature there are predators. I believe the common denominator of the universe is not harmony, but chaos, hostility, and murder. And what haunts me is that in all the faces of all the bears that Treadwell ever filmed, I discover no kinship, no understanding, no mercy. I see only the overwhelming indifference of nature. To me, there is no such thing as a secret world of the bears, and this blank stare speaks only of a half-bored interest in food. But for Timothy Treadwell, this bear was a friend, a savior. Ouais. C'était donc un extrait de Grizzly Man, documentaire réalisé en 2005 par Herzog. Moi l'impression que j'en trouve aussi dans cet extrait-là, c'est justement son côté un peu ironique, qu'il a beaucoup et qu'on retrouve dans quasiment tous ses films, et associé toujours cette espèce de folie naturelle qui va se pousser un peu à filmer. Ouais, il y a vraiment deux choses. C'est vrai qu'il recherche vraiment quelque chose, en tout cas dans beaucoup de ses films, comme une sorte de vérité extatique de ses personnages. C'est même, j'emprunte ces termes, c'est vraiment ce qu'il recherche. C'est complètement flagrant dans Aguirre, qui marche très très bien sur ce coup-là. Fitzcarraldo aussi, et Fitzcarraldo, pour moi vraiment à l'image du personnage aussi, et de ce qu'il va aller chercher à filmer. C'est cette histoire d'un type au milieu de l'Amazonie, fasciné par l'opéra, qui veut construire le plus grand opéra du monde en Amazonie, et décide pour aller plus vite, de faire passer son paquebot
par-dessus une montagne. Voilà. Et ils vont vraiment le faire pendant le tournage, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment le recréer. Et pour moi, c'est vraiment une image qui représente extraordinairement bien son cinéma et je pense aussi le personnage en fait. Ouais, vraiment. C'est vrai que quand on disait voilà, cette thématique-là se rejoint dans une méthode. Aguirre, par exemple, c'est hallucinant de voir. C'est un film qui a été fait pour $360,000 avec 4 personnes. C'est rien du tout. Où ils sont à tourner. Oui, c'est que dalle. Ça a été tourné. Voilà, ils sont partis au Pérou. Ils ont tourné ce truc-là. On pourrait presque croire que ça en vaut le quintuple, presque. Et vraiment, ils se mettent dans des positions de danger absolument extraordinaires. Il y a presque personne qui vit déjà dans cette jungle-là. Alors, y tourner un film, c'est déjà pas évident. Fitzcarraldo, c'est encore pire. C'est vrai que c'est toujours étrange parce que, en tout cas, quand on regarde un film d'Herzog, on a du mal à s'empêcher de faire des liens avec toutes les histoires qui peuvent traîner autour de ces tournages. Et c'est vrai que ça a donné beaucoup de documentaires. C'est quelqu'un qui donne aussi beaucoup d'interviews, qui a écrit des livres sur son journal de bord, sur Fitzcarraldo. Et Fitzcarraldo a fait l'objet d'un documentaire par Les Bank qui s'appelle Burden of Dreams, qui raconte qu'il y a une sorte de making-of en version d'une heure et demie, qui explique clairement, au bout d'un moment, on voit plus la différence entre le personnage de Fitzcarraldo et le personnage de Werner Herzog, qui lui aussi veut faire monter ce bateau le long de la colline, mais avec tout le monde qui lui dit c'est impossible. Là, on s'expose à des morts, ça va être terrible. Il y a des systèmes de poulies en bois et tout ça qui, si jamais elles ne tiennent pas, vont tuer 60 personnes. Et il dit on va prendre le risque quand même. Et c'est assez délirant. C'est des techniques après on y reviendra aussi, mais des techniques de guérilla qu'il emploie vraiment. Ou par exemple pour Aguirre, cette fameuse séquence des singes à la toute fin, pour l'achat duquel il avait versé un acompte, qui finalement il s'est fait flouer par l'acheteur. Il se retrouve à filer à l'aéroport où les singes pour partir en Amazonie, il les vole. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire que voilà, il a toujours filmé sans autorisation. Sa premier film, il l'a fait avec une caméra qu'il avait volée. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelqu'un. Alors là, moi, j'invite tout le monde à aller voir ce truc-là, sa nouvelle création qui est la Werner Herzog Film School. Donc je vais donner un petit peu la note d'intention. C'est donc une école de cinéma coordonnée par Werner Herzog, qui sont plutôt des stages pour les apprentis mis en scène. Alors ce qu'on peut trouver sur le site, voilà, c'est cette phrase d'en-tête, cette note d'intention. La Rock Film School n'est pas faite pour les chochottes, mais pour ceux qui ont voyagé à pied, ont travaillé comme videurs dans des sex clubs ou comme gardiens dans des asiles de fous, pour ceux qui veulent apprendre comment faire de faux permis de tournage dans des pays qui ne veulent pas de leur projet. En bref, elle est faite pour ceux qui ont un sens de la poésie, pour ceux qui sont des pèlerins, ceux qui veulent raconter une histoire à un enfant de 4 ans sans perdre leur attention, pour ceux qui brûlent d'un feu intérieur, pour ceux qui ont un rêve. Voilà. Enfin, c'est quelqu'un. C'est vrai que toutes les anecdotes de tournage et les anecdotes qui entourent la vie de ce personnage-là sont assez incroyables. Pas plus tard qu'il y a 3 ans, c'est quelqu'un qui, en se faisant interviewer par la télévision anglaise, se fait tirer dessus par un sniper. Un sniper, c'est pas vraiment le terme, parce que il se fait tirer dessus par un fusil à air comprimé, et qui, on le voit pendant l'interview, ça n'émeut pas plus que ça, quoi, en fait. Et après, on a l'intervieweur qui est complètement paniqué, qui lui demande de se dessaper pour voir si la blessure est profonde ou pas. Effectivement, il est en sang, et il lui dit mais non, c'est insignificant, c'est pas grave. 2 mois après, Joaquin Phoenix a un accident de bagnole à Hollywood. Qui c'est qui vient le sauver? Werner Herzog. On se dit c'est incroyable. On parlait de Polanski il y a 2 semaines. C'est quelqu'un qui, même la vie est quand même relativement étrange. Pour l'anecdote la plus fameuse sur Werner Herzog, c'est juste après Aguirre. Il apprend que son Lotte Eisner, qui est donc une grande critique de cinéma allemande, qui était donc co-directrice de la Cinémathèque française avec Henri Langlois, est malade. Un ami lui informe ça. Il se trouve à Munich à ce moment-là. Et il a l'idée folle de se dire que si jamais c'est quelqu'un auquel il tenait beaucoup, il se dit si je vais à Paris à pied, elle ne mourra pas avant que j'arrive. Donc il part à Paris à pied de Munich, et il traverse une bonne partie de l'Europe. Il en tire un journal de bord. Voilà, c'est extraordinaire. Où il va, il s'introduit chez les gens pour dormir, piquer une bouteille de vin de temps en temps. Quelqu'un assez frappadingue, et voilà donc. Tout ça pour dire, donc dire aussi qu'il a aussi écrit des bouquins. D'ailleurs, il le dit en interview, il pense que ses livres auront beaucoup plus de postérité que ses films, en fait. Il en a écrit 2, je crois, des bouquins, mais il est persuadé que ses films ne valent pas grand chose, en fait. Et c'est assez fascinant. Le type est un grand malade, et son cinéma est vachement à son image, en fait. Ouais, et c'est vrai que c'est du cinéma de guerrier. Il a toujours été son propre producteur. Je pense qu'il est même à la production de Bad Lieutenant en coproducteur, mais c'est quelqu'un qui a eu du mal, et du fait aussi de pas trouver forcément de distributeur tout le temps. Ça doit être quelqu'un qui fait tout lui-même, j'imagine. Vraiment une personnalité assez incroyable. Alors après, on peut peut-être, on va parler de Bad Lieutenant après, voir ce qu'il fait de ce projet complètement fou.
On va en parler. Si tu me permets, je vais essayer de trouver le morceau de musique que je devais passer, et on va s'écouter juste avant ce morceau extrait du Bal lieutenant de Ferrara, un extrait de Kinski. Qui reste quand même, là il faut le dire, une preuve supplémentaire de la folie de Werner Herzog, c'est d'avoir tourné 4 fois avec Klaus Kinski, et à chaque fois dans des conditions, on l'a pas cité, mais il faut voir Ennemi intime, le documentaire qu'il a consacré à sa relation avec Klaus Kinski, mais où il dit lui-même que c'était pas du suicide, il a fait ça, c'était une attitude productive, à se mettre dans un état vraiment extrêmement limite, extrêmement rageur et vraiment de tension maximale pour en tirer quelque chose. Quand on voit les films, c'est clair que c'est extrêmement productif. Kinski est incroyable. Ich bin nicht der offizielle Kirchenjesus, der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar. Und es ist vielleicht möglich, dass von euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, soviel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Er hat nie gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau! Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, I'll love just you. Just promise me, darling, your love in return. Make this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your loving way. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your loving way. Open up and take that fucking scum. Go ahead. Ses yeux vous mentiront. Puis ils vous détruiront. Ils vous priveront de votre innocence, de votre fierté, peut-être même de votre âme. Ses yeux ne voient pas la même chose que nous. Ils sont en dehors de la réalité. En plongeant dans ce regard, on ne trouvera rien d'autre que le vide, un puits sans fond, fait de ténèbres et de néant. Ces yeux qui ne reflètent aucune lumière sont les yeux d'un psychopathe.
Michael est la résultante d'une juxtaposition improbable de plusieurs éléments internes et externes à son environnement dont chacun est violemment déviant. Une bombe à retardement, si vous préférez. Voilà, c'était donc un morceau de Johnny Ace qui s'appelait Pledging My Love, extrait de la bande originale de Bad Lieutenant, l'original, suivi d'un extrait d'Halloween de Rob Zombie. Pourquoi Halloween de Rob Zombie ? Parce que j'ai regardé Halloween 2 encore hier soir de Rob Zombie, donc qui n'est pas encore sorti en France et qui pour l'instant n'a pas de date prévue et qui pourtant est incroyable et partage quelques points communs en tout cas avec le Bad Lieutenant de Herzog et la filmographie de Herzog en général, notamment par l'apparition bien entendu dans tous ces films-là de Brad Dourif qui était donc le Billy Babbitt de Volodymyr Coucou et qui depuis quelques années donc tourne avec Herzog et avec Rob Zombie, donc il interprète le shérif dans le film de Zombie, et puis bien entendu sur le mal, d'où vient le mal et ou qu'est-ce qu'il peut faire ce mal finalement, et c'est la grande question aussi pas que pose, parce qu'il pose pas vraiment de questions on va dire dans son film Herzog, mais en tout cas la thématique qu'il aborde, puisque ce personnage interprété par Nicolas Cage dans son remake de Ferrara et encore plus bad et encore que celui de voilà et encore plus mauvais que Harvey Keitel. C'est assez incroyable pour ça quand même, puisque Harvey Keitel et le Bad Lieutenant de Ferrara allaient quand même très très loin, mais justement Herzog a décidé d'ignorer absolument et complètement tout le christianisme qu'il pouvait y avoir dans l'original. Lui continue de dire qu'il a pas vu l'original d'ailleurs. Et donc on va se poser la question pendant tout le long du film, est-ce que ce personnage est mauvais finalement déjà quoi ? Est-ce qu'il est touché par quelque chose et par quoi il est mené encore une fois ? Et finalement le fait qu'il n'y ait pas bon, attention, on va y avoir des spoilers je pense dans les 10 dernières minutes, mais le fait qu'il n'y ait pas de rédemption, qu'il n'y a rien de bon finalement dans ce personnage. En tout cas, si, il y a des choses bonnes. En plus, c'est un personnage humain et c'est un personnage très complexe. Mais qu'en tout cas, il se complaise dans ce mal et qu'il soit à ce point attiré par le mal et qu'il en tire quelque chose de bon finalement. Ça en donne un des films les plus nihilistes que j'ai pu voir, je pense, et les plus immoraux aussi. C'est assez incroyable de faire quelque chose d'à la fois aussi frais, d'aussi tendu, parfois grotesque aussi, très drôle, violent et immoral. C'est absolument formidable, et il y a peu de films qui ont réussi à faire ça, je pense. Je pense que c'est vraiment là c'est une vraie revisite du film noir, comme pouvait l'être comme ne l'était presque pas Bad Lieutenant, qui avait du film noir simplement un personnage de policier, ce qui suffit presque à la raccrocher au genre, mais bon, même si c'est un petit peu abusé de dire ça, mais en tout cas qui reprend vraiment les fils narratifs de l'original, c'est-à-dire quelqu'un qui a été traumatisé par un crime. Là, il s'agit pas d'un viol d'une nonne, mais d'un massacre d'une famille de sans-papiers issus de je sais plus quel pays, qui toute la famille se fait massacrer, femmes et enfants, et donc ce personnage-là doit enquêter là-dessus, et les autres fils narratifs, c'est son addiction à la drogue, toutes ces méthodes qui est là, et qui par contre là, contrairement au film de Ferrara, a presque une excuse, en tout cas dans la première partie, puisque le film commence sur une scène d'héroïsme pur, quasiment, du personnage qui va aller juste après donc l'ouragan Katrina sauver un prisonnier dans sa prison qui commence à être envahi par les eaux. Et c'est pendant cette séquence-là que le personnage va donc se blesser, et pendant tout le reste du film, donc on le retrouve quelques mois plus tard, il est handicapé et donc accro aux médicaments. Et bien sûr, il va y avoir beaucoup de dérives à ça, quoi. Voilà, il joue au jeu, il fait des jeux auprès d'un bookmaker, donc incarné par Brad Dourif, pour récupérer de la thune, pour se payer de la dope aussi. Et ce qui est amusant, c'est que le film renverse à peu près tout le système de valeurs, parce que c'est comme l'a dit à travers cette séquence inaugurale, c'est que ce personnage-là, dès qu'il veut faire le bien, il se fait mal, et dès qu'il fait le mal, finalement, il va arriver quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'on arrive dans une sorte de retravail complet sur le film noir, même si je pense que c'est pas un réalisateur cinéphile, et Herzog, il le pense pas comme ça, mais il y a une sorte de réinvention là-dedans. On est vraiment dans cette sorte de quand on voit un petit peu l'histoire du film noir, qui se base sur vraiment quelque chose de profondément manichéen à la base, avec flic contre méchant, qui a été complexifié au fur et à mesure de l'histoire du cinéma à travers plusieurs choses. Dans les années 40, les films de la Warner policiers procédaient déjà à une sorte d'atténuation du manichéisme, en disant que si les méchants étaient aussi méchants, c'était un petit peu à cause de la société. C'est une sorte de gauchisation du polar, en disant ces gens-là, ils font le mal, mais il faut voir dans quelles conditions ils ont vécu. Après, on a d'autres films qui essayaient de casser un peu ce manichéisme, en disant que les flics finalement ressemblaient pas mal à ceux qu'ils poursuivaient, étaient obligés de ressembler. C'était un petit peu le je suis ce que je poursuis. Si jamais je veux arriver à serrer les bandits, il va falloir que j'arrive à penser comme eux, un truc du profiler. Et c'est assez rare finalement les films qui comment dire ne vraiment qui vont aller jusqu'au bout déjà.
qui vont aller jusqu'au bout, qui vont aller jusqu'au bout et vraiment d'éradiquer, parce qu'on est toujours, même dans ces films-là où on a le droit à un flic, il y a un retournement toujours. On a le droit à un flic qui veut qui va finir par contourner les lois institutionnelles pour réussir à accomplir son devoir, Mais ça se fait toujours à travers le regard d'un juste, quelque part. Dirty Harry, par exemple, si on prend un film comme ça où quelqu'un qui va braver toutes les lois de sa fonction pour arriver à serrer, le film nous le montre comme une sorte de juste, parce qu'il poursuit quelqu'un qui est une sorte d'incarnation du mal absolu, quoi, vraiment une sorte de super bad guy. Et les films qui au contraire vraiment ne font l'économie de ce regard du juste, c'est-à-dire une économie totale de la morale, vraiment là on a une sorte de pied d'égalité entre les bandits et le personnage de Nicolas Cage qui traverse le film. Il faut dire que le film retranscrit très bien ce côté que ce mec-là est camé absolument constamment, ne serait-ce que par les visions d'hallucination qu'il peut y avoir, mais c'est pas les trucs plus intéressants, c'est surtout au niveau du rythme du film qui est extrêmement particulier, qui vraiment a des sortes de fulgurances et des sortes de mollesse qui à un moment se détourne de son objet principal sans qu'on y prenne garde forcément. Il y a une sorte de rythme vraiment particulier et là c'est amusant aussi parce que c'est une sorte de retravail sur une structure de film noir assez connue qui est la structure de la Moisson Rouge de Dashiell Hammett, qui est donc un roman qui a une très grande pérennité au cinéma parce que c'était de là dont vient Yojimbo de Kurosawa, pour une poignée de dollars de Sergio Leone, Dernier recours avec Bruce Willis, ou Miller's Crossing Dernier recours, c'est super. Miller's Crossing, Joel Cohen, c'est-à-dire ce personnage qui, à l'insu du spectateur, va s'introduire dans le camp du mal et donc va se comporter de façon extrêmement mauvaise pendant tout le film. Et on va comprendre à la fin que tout ce il a fait ça pour finalement servir la cause du bien. Et finalement, on est presque dans ce truc-là dans Bad Lieutenant, donc le remake. C'est-à-dire qu'il va finalement, alors qu'il est au fond du trou et presque quasiment viré de la police, ou en tout cas recaler un travail de bureau, il va vraiment se mettre avec les bandits pour il va participer à leur trafic et tout ça. On se dit vu l'aboutissement de ce truc là qui va finir par l'arrestation des bandits, on va se dire c'est encore une structure à la Moisson Rouge, mais pas vraiment, parce qu'il y a aucune raison de penser que Nicolas Cage ait vraiment pensé à tous les tenants et les aboutissants de cette infiltration. Pour moi, il y croit absolument pas. Son infiltration, elle est honnête, quoi. Honnête. Elle est honnête, c'est-à-dire qu'il pense à son intérêt à lui uniquement tout le long du film. Je pense il le dit clairement d'ailleurs à l'un des bandits justement, qui est le suspect, le premier suspect dans ce massacre de la famille. Pendant toute une partie du film, on pense vraiment que justement Nicolas Cage, comme dans l'original, va chercher cette rédemption et va chercher à choper ce type. Ça serait un vrai remake du coup. Non, il va aller voir ce type, il va dire on va faire un business ensemble et il va lui dire également j'en ai rien à foutre de ce massacre, du massacre de cette famille, quoi. C'est pas mon j'étais pas dedans, quoi. Mais il y a une sorte de mal ordinaire, vraiment une sorte d'inclinaison à la luxure, au mal. Il y a une absence totale de morale chez le personnage principal qui est assez dingue. Surtout dans l'aboutissement, on se retrouve que toute la petite troupe qui entoure ce personnage-là vont tous évoluer d'une façon ou d'une autre. Ils vont tous évoluer. Lui, il va évoluer dans son grade, mais pas du tout dans sa mentalité. On voit bien que c'est quelqu'un qui a une sorte de mémoire de poisson rouge et qui d'ailleurs c'est assez amusant parce que ça me vient comme ça, mais il y a tout un truc avec le poisson rouge dans le film, mais qui vraiment traverse, il va avoir plusieurs grades au fil du film. Mais on voit bien qu'il n'évolue pas d'un iota, quoi, vraiment pas. C'est-à-dire qu'il reste une vraie saloperie, et c'est montré jusque dans la dernière séquence qui rappelle une des premières et qui renvoie justement à l'original, cette séquence où il va voir les deux prostituées dont on parlait tout à l'heure, enfin les deux jeunes filles, c'est pas des putes d'ailleurs, et se masturbe devant elles. Là, on retrouve à peu près la même séquence où il va aller voir un jeune couple pour leur taxer leur cam et se faire au passage la jeune femme. Et ça, c'est au début du film, et on va retrouver le même genre de séquence à la fin, quoi, quasiment identique. Pour bien montrer que le personnage n'a pas bougé, qu'il est toujours aussi salopard, quoi. Et ça, c'est assez fascinant, quoi. Et comme tu le disais, autour de lui, par exemple sa dealeuse qui est interprétée par Eva Mendes, qui retrouve sensiblement le même rôle que dans Il nous appartient, mais qui a une ou deux scènes où elle est vraiment super. C'est la deuxième fois que Nicolas Cage et elle font un film ensemble après Ghost Rider. Et donc voilà, cette femme justement qui elle aussi va arrêter la cam, ils vont même se mettre en couple ensemble. Son père aussi lui arrête l'alcool, sa mère aussi, enfin sa belle-mère qui est alcoolique
musique, c'est pareil, il va se calmer. Lui, non, il va continuer et il va juste s'en trouver. Enfin voilà, il va pas vraiment réagir à tout ça, quoi. Et c'est assez fascinant aussi parce que c'est extrêmement bien amené, je trouve, et bien filmé par Herzog, quoi. Ouais, parce qu'en plus on ne le quitte pas d'une semelle, quoi, le Nicolas Cage. Et il faut vraiment souligner aussi que Nicolas Cage est absolument formidable dans ce film. C'est vrai que faut dire aussi, c'est un acteur assez particulier parce qu'il a un type de jeu très particulier, mais peut-être quand on regarde la palmarès de Nicolas Cage, c'est quelqu'un qui a tourné avec vraiment beaucoup les plus grands. C'est tourné avec son tonton, Francis Ford Coppola, dans Rusty James par exemple, mais avec les frères Cohen, avec Barbet Schroeder, avec David Lynch, une performance incroyable dans Sailor et Lula. Et c'est quelqu'un qui a un type de jeu très expressionniste, qui repose beaucoup sur une gestuelle très très codée, très expressive. Il n'est pas du tout dans un jeu naturaliste comme c'est la norme dans le cinéma hollywoodien maintenant. Un jeu vraiment réaliste qui se voudrait assez incarner des sentiments vrais, quoi. Lui, il correspond bien justement au genre de Herzog et au genre de ce film, puisque justement il a ce côté grotesque. Oui, tout à fait. Et comme Kinski pouvait l'avoir, c'est peut-être un acteur beaucoup moins possédé que Kinski, qui a beaucoup moins de folie en lui, mais qui a un type de jeu, quand on regarde Kinski quand il joue, il a une façon de jouer avec son corps, de se transformer physiquement, qu'on retrouve chez Nicolas Cage là, dans une attitude, des mimiques et dans quelque chose qui fait que dans les derniers films dans lesquels on l'a vu, il est complètement à côté de la plaque. Et là, en rencontrant un cinéaste comme Herzog, ça marche tout à fait parce que l'univers est à sa mesure, quoi, en fait, vraiment. Voilà. Et malheureusement, il est déjà très tard et on va pas pouvoir rester très longtemps. Quand même dire que le Bal de Nantes, donc très différent de toute façon de l'original, il a même très très peu à voir, et ça vaut vraiment le coup de se plonger là-dedans parce que c'est quand même un objet de fascination, même si moi il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, notamment visuellement, donc notamment ces plans rapprochés sur les iguanes, sur les crocodiles. Moi j'étais vraiment pas convaincu par ces choses-là. Lui il trouve ça super, mais bon, moi c'est pas mon cas. Et il y a des manques, il y a des trous, mais un objet pareil, ça reste assez rare et suffisamment rare pour vraiment se précipiter, je pense. C'est super. On va s'écouter juste un dernier extrait, si vous le voulez bien, de Monsieur Kinski, juste pour le plaisir, comme ça, juste avant de faire les sorties de la semaine. Et toutes les choses que j'ai fait, tous les trucs que j'ai fait dans ma vie, les 260 films, je sais pas quoi, j'ai fait pas pour moi-même. Mais c'est inclus, on parle pas. Ici dans ce pays, je vous dis, j'aime beaucoup ce pays et j'aime les gens. On parle trop. On parle gratuitement trop. C'est connu d'ailleurs, c'est pas l'unique qui dit ça, ok? Alors, on veut toujours faire le trappe aux gens. Il n'y a pas de trappe. Non, mais je veux pas faire de trappe. Mais qu'est-ce que veut dire on ne parle pas? C'est une accusation ou quoi? Pourquoi je dois parler dans mon livre de la des publics? Pourquoi? Non mais vous me dites c'est un livre pour le public. J'ai dit maintenant, cette émission, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi. Non. C'est pour les gens qui vous espérez, ils regardent aussi la prochaine fois, et regardent. Mais oui, mais les gens qui me regardent et qui ont aimé, par exemple. Pas. Laissez-moi parler parce que moi je suis là pour parler, sinon on m'emmerde. Alors vous êtes là ici pour vous masturber vous-même. Pourquoi? Fuck you! Why am I standing here and oh my God, déjà vu. Vous venez d'écouter une émission du Cinéma est mort consacrée entièrement à Werner Herzog à l'occasion de la sortie en mars 2010 du remake complètement improbable du Bad Lieutenant de Ferrara par ce grand fou de Werner Herzog. Si nous avons rediffusé cette émission, c'est que nous avions quelque chose de mieux à faire probablement. En revanche, vous pouvez toujours remporter des places pour le Cinéville Colombier pour la journée de demain jeudi en nous envoyant un mail à notre adresse lecinémaestmort attaché sans accent @yahoo.fr et également vous pouvez rejoindre la page Facebook du Cinéma est mort. Merci de votre écoute et à très bientôt. J'ai découvert que la vie et la mort ne sont que des situations particulières. Fuck you, motherfucker! Fuck do you want with me, man? I'll fucking get all of you, shit! N'ayez pas peur de la secouer, cette petite salope! Dépêchez-vous! Pierre, c'est aussi de sa faute! J'expliquerai tout! Fermez-la, madame! Je vous casse la gueule! Encore un peu de patience. Arrête! Je vais être bientôt le maître du monde.